Et depuis lors, ils ont commencé à intégrer ces personnes handicapées dans leur classe, dans leur salle de classe. Et les directeurs d'école aussi ont été sensibilisés. Tout ça en collaboration avec les IA, les IF. Mais comme si c'était un projet, on n'avait pas les moyens de retenir les AVS dans les écoles. Et finalement, cette année, il y a 2 ans de cela, les AVS sont sortis des salles de classe et il y a peu d'élèves handicapés qui sont restés dans les salles de classe. Pour vous dire que c'est tellement important l'accompagnement de ces personnes vivant avec handicap. Parfois, ils ont des problèmes dans le milieu social, ils ont des problèmes dans les régions pour accéder. Il y a l'inégalité d'accès. Ne permet pas l'inégalité d'accès public n'aide pas les enfants handicapés. Ah, toi, tu ne fais pas partie de tel jeu, toi, tu ne fais pas partie de telle euh, envergure parce que tu es handicapé. Et les parents, parfois, sont un peu gênés par rapport à cela. Mais tout ça demande beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation par rapport à ça. Et dans les régions aussi, toujours, même à Dakar, il y a des parents culturellement, ils n'acceptent pas l'handicap de leurs enfants parce qu'ils se disent que peut-être c'est des problèmes ethniques, c'est des problèmes de, je sais pas, social, parce qu'ils se disent que mon enfant n'est pas handicapé, il est, surtout chez nous, il est impoli, il fait exprès, ainsi de suite. Et or que peut-être il ne connaissait pas, le parent ne connaissait pas et il avait besoin d'être assisté socialement, il avait besoin d'être informé de la situation de son enfant handicapé. Donc, pour vous dire que l'handicap n'est pas un frein, il suffit simplement d'intégrer toutes ces personnes-là, qu'ils puissent mieux comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut pour leurs enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Donc, le manque de spécialités dans les régions, le manque de spécialités en ville pose problème concernant ces gens-là. Pour vous dire aussi, durant des formations, on rencontre beaucoup de difficultés. On faisait des porte-à-porte pour sensibiliser les parents, pour leur dire que l'enfant que vous gardez dans cette maison-là, ce n'est pas la solution. La solution, c'est essayer de le sortir, qu'il puisse intégrer la société. Il te pose tout le temps la question, mais M. Thiam, exactement, si je sors mon enfant, il va aller où? Mais il faut le mettre dans la société. Il faut l'intégrer dans les écoles. OK, d'accord, je l'amène à l'école. Le maître, il est là. Il le met au fond de la classe parce qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former. D'accord, on n'a pas fait de formation lors de notre formation au niveau de l'école, lorsqu'on était au niveau de... quand on faisait nos formations de maître, on ne nous a pas appris d'une manière spécifique l'handicap, mais d'une manière générale, on nous a appris. Et on a eu peut-être fait beaucoup de plaidoyer concernant, et vraiment, ça nous pose jusqu'à présent problème. Et c'est leur droit d'aller dans ces écoles-là, et c'est leur droit d'aller intégrer tout ce qui est institution publique. Donc, pour vous dire que le besoin est là, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Mais tout le temps, il faut que chaque personne, chaque partie prenante puisse mettre sa main pour l'accompagnement efficace humain de ces personnes vivant avec handicap. Donc, il faut avoir une bonne inclusion. Et cette inclusion-là, pour l'avoir, il faut que tout le monde puisse mettre son pied dans l'accélérateur. Parce qu'il y a les professionnels qui sont là. Il ne faut pas les laisser en rade. Il y a la société qui est là. Il y a les parents surtout qui sont là et qui ont besoin d'être accompagnés. Pour vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'intégration, pour la prise en charge multidisciplinaire de nos enfants handicapés qui ont plus de 2 ans jusqu'à 12 ans. Ils ont besoin d'être assistés. Parce que si on ne les assiste pas, on ne pourra pas avoir une bonne inclusion dans cette société-là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire,
Mais pour gagner du temps, d'une manière générale, c'est pourquoi j'ai essayé de présenter ces quatre secteurs pour mieux vous faire comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse assister ces personnes-là, ces enfants-là vivant avec handicap. Donc, vous dites que le sourire d'un enfant, c'est tellement important et vraiment, je vous remercie par rapport à l'intention que vous m'avez donnée pour mieux vous faire comprendre exactement c'est quoi la prise en charge d'une manière ramassée, d'une manière générale, de l'handicap chez l'enfant. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Thiam. Je pense que vous venez de tracer de larges sillons qui vont permettre tout simplement aux uns et aux autres d'interagir sur cette question ô combien importante. Vous nous avez rappelé à l'entame de votre propos la présence en réalité du handicap chez l'enfant dans notre société et surtout, vous nous avez fait une typologie de ces handicaps en montrant qu'il y a différents types de handicaps chez l'enfant et que chaque type de handicap amène des besoins spécifiques pour l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui a un handicap moteur ou sensoriel n'a pas les mêmes besoins, tout simplement. Et donc, il faut avoir cette vision différenciatrice qui permet une prise en charge appropriée de ces enfants avec handicap. Mais vous avez mis le curseur sur quelque chose qui est très important, qui est l'objectif, et en réalité, qui est le fil conducteur de notre webinaire. Vous avez dit l'intégration de ces enfants handicapés. Parce que l'enjeu majeur, en réalité, c'est comment faire en sorte que ces enfants-là vivent dans la société en jouissant pleinement de leurs droits et qu'ils bénéficient tout simplement d'une prise en charge appropriée. Et là, vous avez effectivement pointé du doigt un certain nombre de difficultés. Les structures qui existent, nous pensons tout simplement à l'école. Or, aujourd'hui, quand nous réfléchissons en termes de droits humains, ben, chaque enfant a droit à aller à l'école. Or, les structures scolaires ne sont pas forcément adaptées à l'accueil de ces enfants présentant des handicaps. À l'intérieur de ces structures, peut-être aussi les enseignants ne sont pas suffisamment formés pour prendre en charge des personnes présentant un certain nombre de handicaps, ce qui entraîne parfois ce que vous avez dit, quand on met l'enfant handicapé au fond de la classe parce qu'on ne sait pas le prendre en charge, on participe tout simplement à sa stigmatisation et ça peut freiner tout simplement son intégration dans la société. Et vous avez dit donc pour ça, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Et vous avez montré les différents types de prise en charge, qu'elles soient biomédicales, rééducatives, éducatives et pédagogiques ou psychosociales, avec à l'appui des professionnels, une équipe de professionnels, une équipe multidisciplinaire, parce que chacun, puisque l'approche doit être globale, holistique, effectivement, il faut la présence de plusieurs spécialistes, des psychopédiatres, des psychologues, des médecins, des enseignants qui viennent tout simplement autour de ces enfants leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Mais ce que vous avez surtout souligné, c'est que le soutien commence d'abord par les parents des personnes handicapées. Et là, certainement, dans les débats, on y reviendra. Quel est le regard que le parent, tout simplement, porte sur son enfant handicapé? J'ai écouté ces semaines dernières, certainement, vous avez eu la chance de le voir aussi, le professeur Massamba Gueye, donc qui nous a tous émus à travers une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où il nous parle que presque l'ensemble de ces enfants ou la quasi-totalité de ces enfants sont handicapés, mais il dit chaque jour, quand il rentre dans cette maison-là, en réalité, il considère que c'est une bénédiction de Dieu. Et ce regard positif-là qu'il porte sur ses enfants, est-ce que c'est le même regard que tous les parents portent sur leurs enfants? Et même si les parents portent un regard positif, est-ce qu'ils ont le soutien de leur famille? Et vous avez beaucoup insisté du soutien de la famille à côté des parents d'enfants handicapés. Et finalement, vous avez insisté sur la nécessité de sortir ces enfants. Il ne faut pas les cacher, il faut les sortir, il faut les amener. Et pour cela, il faudrait effectivement que la société, dans son entièreté, soit tout simplement dans les dispositions de pouvoir les accueillir, dans leur dignité et en leur redonnant l'ensemble des droits auxquels ils peuvent prétendre. Donc, voilà très ramassé
l'intervention sur laquelle je voudrais revenir en termes de synthèse, en montrant que vous avez vraiment ouvert beaucoup de portes qui peuvent faire l'objet d'interrogations, de contributions ou d'interventions. Et de ce point de vue-là, infiniment merci, M. Thiam. Merci de votre œuvre à travers le sport. Vous contribuez effectivement à une prise en charge de ces enfants-là et vous participez à votre manière et à votre échelle à l'inclusion de ces enfants-là. Donc, chers participants à ce webinaire, voilà la présentation très instructive de M. Thiam, qui, sans aucun doute, ouvre des questions chez vous, des interrogations ou peut-être même des envies de partager les expériences que vous avez. Donc, nous allons ouvrir le micro et donner la parole à qui veut l'entendre. Et effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vous pouvez tout simplement lever la main, utiliser la fonction lever la main pour pouvoir introduire, pour qu'on puisse vous donner la parole. Merci beaucoup et voilà. La parole est à vous. Bonsoir, monsieur le directeur des études. Bonjour, M. Ndiaye. Donc, je voulais vous Merci présenter, c'est beaucoup. M. Ndiaye, le directeur de la communication et de la coopération de l'École nouvelle en éducation spécialisée, qui est aussi éducateur spécialisé et inspecteur régional de Dakar. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci beaucoup, monsieur le directeur des études. Je me félicite de ce webinaire organisé par l'École nouvelle en éducation spécialisée. Et surtout, je veux féliciter monsieur Thiam pour la qualité de sa communication qui, comme vous l'avez dit, ouvre beaucoup de questionnements, hein. Beaucoup de questions sont agitées par la communication de monsieur Thiam et c'est ça justement l'intérêt de cette communication introductive, c'est de déblayer beaucoup de pistes d'échange et de contribution. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est déjà merci beaucoup à Special Olympics, avec qui nous souhaitons poursuivre cette collaboration dans le domaine justement de la sensibilisation des communautés et de la formation continue des professionnels pour pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. C'est une nécessité, mais surtout c'est une obligation légale. Parce que ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que ces enfants-là ont leurs droits et tous les droits, parce que l'un des principes fondamentaux justement des droits de l'enfant, c'est la non-discrimination. Et quand on dit non-discrimination, ça englobe évidemment le handicap. C'est pas parce qu'un enfant est en situation de handicap qu'il perd ses droits. Au contraire, ses droits sont renforcés et sa protection est de rigueur. Donc, c'est une question de droit et le Sénégal, notre pays, a ratifié toutes les conventions relatives à la protection de l'enfant, y compris la Convention internationale des droits de l'enfant, y compris la Charte africaine du droit et du bien-être des enfants. C'est fondamental le bien-être des enfants, qui est mis ici en exergue par la communauté africaine, mais surtout aussi la stratégie nationale de la protection de l'enfance élaborée au Sénégal comme référentiel des politiques de protection des enfants. Donc, l'un dans l'autre, nous avons beaucoup de raisons, beaucoup de, en tout cas, nous avons beaucoup de raisons d'aller vers ces communautés, mais d'aller surtout vers les professionnels que nous sommes. Parce que, évidemment, c'est revenu dans la communication de M. Thiam, on peut être un excellent enseignant, un très bon pédagogue, sans pour autant être formé, sensibilisé pour la prise en charge de l'enfant en situation de handicap. On peut être un parent bien aimant, bienveillant, mais être démuni, complètement déstabilisé devant un enfant en situation de handicap. Donc oui, il faut une formation, oui, il faut une sensibilisation, parce que le regard que nous portons sur le handicap doit être corrigé, en tout cas dans certaines situations. Notre société a mis en avant beaucoup de leviers pour justement protéger les enfants en situation de handicap. Nous savons toute la question, en tout cas le halo mystique qui entoure souvent un enfant en situation de handicap, protégé par Dieu, protégé par des anges,
protégés par même parfois des esprits qui font que si tu fais du mal à un enfant en situation de handicap, Dieu va te punir. Oui, si Dieu te confie des enfants en situation de handicap, c'est pour te tester, pour mieux peut-être te récompenser ici-bas et au-delà. Donc, avoir un enfant en situation de handicap peut parfois être perçu comme une bénédiction pour la famille parce que étant une source de bénédiction du bon Dieu. Mais aussi, nous avons dans nos traditions euh, des légendes qui font que l'enfant en situation de handicap est souvent objet de beaucoup de protection, de bienveillance, parce qu'on se dit, on ne sait jamais ce qu'il deviendra. Nous avons le cas de Soundiata Keita, né avec un handicap qui a rampé jusqu'à un âge où il s'est mis debout pour devenir l'empereur du Manding. Et il y en a d'autres et d'autres encore qui font qu'effectivement, d'un point de vue traditionnel, l'Afrique, le Sénégal, s'est toujours soucié des enfants en situation de handicap. Mais nous savons que l'urbanisation, la modification, pour ne pas dire la dislocation de la cellule familiale est telle qu'aujourd'hui, la perte même des valeurs aussi qui vont avec tout ça font que il y a un autre regard qui est porté sur l'enfant en situation de handicap. Je vais terminer par là, où l'enfant devient tout simplement un objet. L'enfant est chosifié par sa famille qui en fait une source de revenus à travers la mendicité. Et ça fait très mal parce qu'on voit de plus en plus que les enfants en situation de handicap, les enfants handicapés qu'on sort, c'est pour les exposer leur infirmité ou leur handicap pour attirer la compassion des passants et récupérer de l'argent, récupérer des denrées pour nourrir le reste de la famille. Pour dire que c'est une violation flagrante des droits de cet enfant-là. Et les parents qui le font savent très bien qu'ils s'exposent à des sanctions qui, malheureusement, compte tenu du contexte du Sénégal, on n'arrive pas souvent à appliquer ces sanctions-là parce qu'on met en avant d'autres considérations de type religieux et autres pour que les parents ou les adultes, en tout cas, qui exposent ces enfants handicapés à des fins de mendicité, arrivent souvent à échapper à la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Et félicitations à M. Thiam. Merci infiniment, M. Ndiaye. Bonjour. Nous rappeler que vivre avec un handicap ne Bonsoir. met pas entre parenthèses vos droits. M. Thiam, vous voulez réagir? Non, Bonsoir. c'est bon, c'est bon. C'est Merci bon, pour d'accord. la réaction des uns et des autres. D'accord, ça marche. Qui veut prendre la Bonsoir. parole? Alors, il y a Ndialou Bachili qui a levé la main. Oui, Bonsoir. oui, allô, Bonsoir. bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Ndialou Bachili. J'étais députée de la 14e législature D'accord. et je suis maintenant présidente d'une association dénommée Synergie des Cœurs. D'accord. Tout d'abord, je voudrais remercier Pape de Hiframfram qui m'a envoyé ce lien et je le remercie beaucoup d'ailleurs. J'ai failli même rater ce webinaire qui a traité un thème très intéressant en fait. Je remercie aussi Special Olympics. On a eu à travailler. Je remercie la directrice que j'ai aperçue dans le groupe et je félicite M. Thiam pour son exposé. Alors, moi, je voudrais intervenir dans deux domaines. Dans un premier temps, c'est par rapport à l'accompagnement des parents. Il l'a dit, c'est un problème très crucial parce qu'en général, tous ces parents-là qui ont des enfants handicapés, en général, sont dans une situation où ils sont obligés de ne plus travailler et de rester chez eux. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc, qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai eu à travailler avec Sykes Server dans le cadre d'un projet d'autonomisation des parents qui ont des enfants handicapés. Et ça, c'est un projet très intéressant et on doit pouvoir le généraliser à tous ces parents-là qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle nous, dans nos associations, on a réservé un point dans ce domaine-là, c'est-à-dire l'accompagnement des parents qui ont des enfants handicapés et même les enfants handicapés pour les insérer. Alors, ça, c'était un problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir comment le régler parce qu'il y a un besoin urgent dans ce côté-là. Alors, l'autre point, c'est par rapport à l'accompagnement
des patients, pardon, je veux dire l'approche éducative, M. Thiam, vous en avez parlé, et c'est un problème. Moi, ce matin, j'en ai parlé avec un Badjounugor parce qu'on a eu un cas similaire. On a eu 2 enfants handicapés physiques et intellectuels. En fait, c'était plutôt physique, en fait. On les avait orientés à l'école d'Herclé 2, mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce que la maîtresse, leur maîtresse les avait rejetés. Et c'était un problème. On a quand même, avec l'intervention des autorités, réussi à les faire revenir, mais ça ne s'est pas bien passé parce que déjà l'école n'était pas adéquate. Donc ça pose le problème de l'inclusion dans les écoles. On peut le réussir, mais s'il n'y a pas le dispositif derrière, ça ne peut pas marcher. Donc finalement, ces 2 enfants, au lieu de rester à Derklé 2, on les a ramenés à Talibou Dabo. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc moi, ma question, en fait, moi qui, je reçois beaucoup de demandes par rapport à ces enfants qui ont des déficiences, surtout mentales, mais qui n'arrivent pas à s'insérer dans les écoles. J'ai eu 2 cas même, d'une même mère, et je remercie par la spéciale Olympique qui m'a vraiment orientée et appuyée dans ce sens-là pour qu'on puisse intégrer ou voilà, l'un des enfants qui avait 14 ans et qui n'arrivait pas à se scolariser, Mohamed Badian. Donc, c'est des cas qu'on a, nous, tout le temps, mais on ne sait pas où les orienter, comment faire pour les faire scolariser. Ça, c'est un vrai problème. Donc, moi, je profite de cette occasion pour poser cette question. Comment on peut faire pour les orienter? Parce que c'est un manque. Je sais qu'il y a le centre Aminata Mbaye, mais c'est privé et c'est cher. Des parents, il y a des parents qui ne suivent pas. Le centre Talibou Dabo ne prend que les déficiences physiques. Donc, voilà, s'il y a d'autres solutions, moi, je suis preneur parce que je reçois beaucoup de demandes dans ce sens-là et j'aimerais vraiment faire quelque chose pour ces enfants, pour les orienter dans le cadre de notre association. En tout cas, je salue cette initiative et je remercie Dieu de n'avoir pas raté ce webinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonsoir. 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 Allô? Il y a HP, c'est qui? Ndaro Diop, monsieur Ndaro Diop. Monsieur Ndaro Diop, d'accord. Bonjour, monsieur Ndaro, vous avez la parole. Ouais, je suis très content, très fier des initiatives de mes jeunes collègues, Cheikh Sidi Sow et Ouangay. Je suis un éducateur spécialisé de l'ancienne génération. C'est avec beaucoup de plaisir que je vois mes jeunes collègues occuper le champ social et ça vraiment, ça les honore. Aujourd'hui, les questions qui sont posées interpellent tous les travailleurs sociaux, particulièrement les éducateurs spécialisés. Et c'est heureux que nos jeunes collègues, n'est-ce pas, occupent le champ social pour discuter, échanger et voir dans quelle mesure il est possible de faire avancer les choses. Je voudrais simplement parler sur 2 questions. Tout à l'heure, je voudrais appuyer l'intervention de collègue Oumar Ndiaye par rapport aux représentations sociales, culturelles et quelquefois religieuses sur les enfants en situation de handicap. Notre professeur, Mme Khan, avait l'habitude de nous dire par rapport aux enfants en situation handicapée, il y a ce que quelqu'un appelait l'ambivalence affective. Alors, quand l'enfant naît avec un handicap, plusieurs questions se posent. Qui est-il? Que représente-t-il? Quel est l'ancêtre qui est revenu? Est-ce un bon ancêtre ou un mauvais ancêtre? Ces questions n'ont pas souvent des solutions. Alors, les parents adoptent tantôt une position de rejet, de honte, de marginalisation, cache souvent l'enfant quelque part dans la maison. Mais il y a d'autre part l'autre position qui consiste à se dire que cet enfant qui est venu avec un handicap, et quelquefois c'est un lourd handicap, cet enfant, c'est lui qui porte le fardeau de la famille. Et c'est parce qu'il porte le fardeau de la famille, il doit être l'objet d'une vénération. Il est presque sacralisé. Et on le craint, on le protège. Donc, il y a cette ambivalence affective qui entoure cette question de situation d'handicap auquel beaucoup d'enfants sont confrontés. Et surtout par rapport à la question au barrage social, culturel et social, au niveau des établissements scolaires, j'ai participé l'année dernière à un programme intitulé Apprendre sans peur, déroulé par Plan Sénégal.
il s'agit de voir au niveau des établissements pourquoi les enfants handicapés n'allaient pas très loin dans les études. Pourquoi, à un moment donné, ils étaient obligés d'interrompre leurs études. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation, de marginalisation, en plus de ces questions d'infrastructures qui n'étaient pas adaptées à leur situation. Pour dire simplement que la question que vous êtes en train d'agiter est une question majeure qui interpelle tout le monde, qui interpelle les travailleurs sociaux, qui interpelle les familles, mais qui interpelle surtout les autorités. Et je me félicite que cette question soit prise en charge par mes jeunes collègues. Et vraiment, voilà quelques questions, la petite intervention que je voulais faire pour saluer encore une fois de plus l'initiative de mes jeunes collègues. Merci. Merci infiniment, doyen Darao. Merci infiniment. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir tout le monde. C'est Abdoulaye Mbow. Je m'excuse du retard. J'étais à la correction du CFE et les copies spéciales, c'est moi qui les corrigé. C'est pourquoi je suis venu avec un peu de retard. Alors, donc, je m'appelle Abdoulaye Mbow, je suis enseignant au centre Talibou Dabo et en même temps animateur de Canal Éducation sur le domaine de l'inclusion scolaire. Alors, vous venez de parler des choses importantes dont je pense que je fais partie des principaux acteurs puisque je suis encore une personne handicapée. Je travaille dans une structure qui reçoit des enfants handicapés. Et dans ce panel, je pense que je connais déjà Raja, qui me connaît très bien. Raja, si est spécial olympique. Et je pense à Santiam aussi. Et je vous remercie d'abord parce que j'ai été acheté par Suzanne et c'est à travers Facebook que j'ai vu l'annonce. Et à partir de là, je me suis inscrit. Et depuis lors, donc, je reçois des messages venant de cette école. Donc là, vraiment, je suis très content de vous rejoindre. Je n'entends plus, monsieur Mbow. Qu'est-ce qui se passe? C'est seulement à mon niveau? Non, certainement, il a un problème de connexion. Ah, ok. C'est bon? Ouais, c'est bon, on vous entend, monsieur Mbow. Voilà, j'avais touché le son, je n'avais pas fait attention. Donc, je dis que je reviens sur le cas de Derklé. Les deux élèves qui étaient rejetés au niveau de Derklé, effectivement, c'est les autorités qui ont réagi, puisque M. Sam, qui est au ministère de l'Éducation nationale, qui est parti à la retraite il y a quelques jours, il était chargé du projet Faire École. C'est lui qui nous a appelé pour nous faire comprendre que cet enfant de nom de Babacar, je pense que c'est Babacar Dia, qui a été rejeté au niveau d'Erklé, n'avait plus là où trouver une école pour étudier. C'est là qu'on l'a accueilli. Et à ma grande surprise, sa mère a dit qu'elle a fait 2-3 fois Talibou Dabo. Malheureusement, elle n'était pas arrivée dans le bon site. Elle était venue à Talibou Dabo, elle a retrouvé, je ne sais pas, une certaine madame, je sais pas comment, chargée je ne sais pas si elle est de l'école, parce que moi, je ne connais pas cette dame. Et quand on l'a introsée, elle a dit on l'a dit 2 à 3 fois que cet enfant ne peut pas fréquenter ici. Alors que c'est faux. Talibou Dabo prend des enfants handicapés moteurs, mais si le handicap moteur domine, ok, mais s'il y a aussi un facteur qui impacte la déficience intellectuelle, on est obligé de le prendre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu. Et pour dire qu'il y a 3 unités au niveau de 3 départements au niveau de Talibou Dabo. Il y a un département qui prend les déficiences moteurs, il y a un département qui prend les déficiences intellectuelles. Et Raja, c'est ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle le CFDI, le Centre d'éducation et de formation pour enfants déficience intellectuelle. C'est au niveau de CFDI, c'est dans le site de Talibou Dabo. Et prennent des enfants qui ne sont pas scolarisables ou bien des enfants à qui on peut récupérer peut-être le social. Et il y a aussi à l'intérieur, on a créé une unité qu'on appelle unité médico-socio-éducative. Ça prend des enfants qui présentent des handicaps très lourds et à partir de cette unité-là, on parvient au moins à retirer certains enfants pour les insérer dans la maternelle ou dans l'élémentaire. Donc, je pense que ces types d'enfants aussi, il faut qu'il y ait une sensibilisation au niveau des parents, ou bien vous qui parlez de Badjanegor, si aussi vous vous approchez de Talibou Dabo, il y a certains enfants, on peut vous orienter. Maintenant, concernant
Il y a aussi le problème d'inclusion. Je reviendrai sur